Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité du 6 décembre 2025, à la veille de notre déplacement à Lorient, match extrêmement important, bon à vrai dire on pourrait dire ça de tous les matchs, mais bon là particulièrement, oui on a Lorient, ensuite on a le Havre, c'est des équipes contre lesquelles il faudra prendre le maximum de points pour essayer de se rapprocher le plus près du podium avant la trêve hivernale. Donc bon, en plus on va voir les résultats pour le moment du week-end nous sont plutôt favorables. On va parler un petit peu de mercato puisque Hugo Guimet hier nous informait que l'OL explore la piste Axel Disasi. On va voir s'il correspond aux besoins de l'équipe. On va voir qu'Utrecht a envie de nous créer des problèmes. Bon, bref. On parlera de Textor qui a répondu à Hugo Guimet, on débriefera Fonseca, on parlera évidemment des enjeux du match à Lorient. On va commencer avec l'info hier soir d'Hugo Guimet qui nous informe que l'OL discute avec Axel Disasi, donc international français qui évolue, on va dire, et dans le club de Chelsea parce qu'il évolue pas beaucoup ces derniers temps. Donc on nous dit ça discute, mais on nous dit un petit peu plus tard du côté d'Hugo Guimet que Disasi, n'ayant pas du tout joué cette saison, mais d'une certaine manière c'est un peu comme Hendrick. Donc si on prend Hendrick, qu'on pense qu'il peut être prêt, Disasi n'a pas plus joué qu'Hendrick, donc voilà, c'est un joueur professionnel. Faudrait lui dire écoute mon gars, on est le 6 décembre, tu pourras de toute façon pas jouer contre Monaco, donc tu as en gros un mois pour te remettre sur pied physiquement si tu veux venir à l'OL, et puis voilà, dans un mois on lui demande de venir à Lyon, on fait quelques petits tests physiques et à ce moment-là on voit pour un prêt. Bon, donc voilà, je veux dire, je vois pas pourquoi l'histoire de je n'ai pas joué ne s'appliquerait pas à Hendrick et qu'on l'appliquerait à Disasi. Alors Disasi, c'est un joueur qu'on a connu surtout à l'AS Monaco, c'est là qu'il a obtenu ses galons d'international français. Vous voyez quand même une valeur marchande de 18 millions, 1m90. Bon, c'est un joueur qui physiquement ressemble beaucoup à Moussa Niakhaté. C'est-à-dire grand, très, très, très costaud. Bon, lui, il est droitier. Et il a une belle expérience, puisque Monaco, puisque Chelsea. D'ailleurs, même s'il joue plus maintenant à Chelsea, il a quand même joué. On va le voir ici avec le nombre de matchs joués. Donc vous voyez, première saison à Chelsea, il joue 31 matchs. La deuxième, il n'en joue que 6. Ensuite, visiblement, il est prêté à Aston Villa. Et donc, cette saison, il n'a joué qu'un match du 21 avec Chelsea. Bon, franchement, voilà, c'est un peu dégradant. Après, s'il arrive à se mettre en condition, pourquoi pas. Bon, ce qu'il y a, c'est que Paulo Fonseca, évidemment, il n'a pas trop envie de prendre le risque. Il veut un joueur qui est en bonne condition physique pour être performant tout de suite, c'est-à-dire juste après le match de Monaco. Bon, alors sur le profil, d'ailleurs c'est marrant parce que je crois qu'un des abonnés m'avait dit tiens, t'as vu Disasi, il joue pas, il veut être prêté, etc., etc. Pourquoi ne pas le prendre? Alors oui, je suis d'accord. Après, il faut voir au niveau du salaire, bien entendu, parce qu'on ne peut pas enquiller un énorme salaire sur Hendrick, mais aussi un énorme salaire sur Disasi. Donc, il faudra que Chelsea fasse des efforts sur le plan financier. Donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette piste Disasi. Bon, moi, Disasi, c'est Disasi ou Disasi? Je sais pas, je crois qu'on dit Disasi, mais bon, ça s'écrit Disasi. Moi, j'ai jamais été un grand fan de ce joueur. En plus, je trouve qu'il correspond pas tellement à la volonté de relance courte. Dans mon souvenir, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer, c'est pas le roi de la relance. Bon, alors après, au duel, oui, d'accord, ça, il faut y aller. Ça, il est très très fort. Mais bon, après, d'ailleurs, je me souviens d'un match justement avec Chelsea où il avait fait des cagades absolument dingues, mais il avait marqué un but. Bon, bref. Donc bon, voilà, je suis
comme ci comme ça avec Disassi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. On va continuer avec Utrecht. Donc, qui est une équipe que nous avons jouée en Europa League et qui, eh bien, écoutez, a été battue par l'OL et qui n'est pas content de la situation de Rachid Ghezal. Rachid Ghezal a été inscrit sur la liste des joueurs pouvant évoluer en Europa League. Finalement, à un moment donné, l'UEFA s'est réveillée en disant « Ah ben non, en fait, il peut pas, mais c'est de notre faute. » Bon. Donc Utrecht dit « Oh, comment ça, on est lésé, voilà, Ghezal quand même, quand on voit tout ce qu'il fait pour l'OL et tout, bon, c'est un peu dégueulasse. » Donc ils ont décidé de saisir le tribunal arbitral du sport pour faire annuler la qualification et les matchs auxquels Ghezal a participé. Ce qui, effectivement, s'ils obtiennent gain de cause, pourrait nous mettre dans la sauce, puisqu'on perdrait le bénéfice de certaines victoires. Donc, bon, moi, je ne crois pas à cette thèse, pour être honnête avec vous, tout simplement parce que l'UEFA vous a enregistré. Alors, donc, bon, s'ils ont fait une erreur, ils assument l'erreur. Donc, bon, voilà. Moi, bon, je pense pas qu'il faut s'inquiéter pour ça, mais après, bon... On en a vu d'autres, demander à Crystal Palace qui se retrouve à jouer la Conference League alors qu'il méritait de jouer l'Europa League. Enfin bon, bref. Textor versus Hugo Guimet. Alors c'est pour démontrer que Textor visiblement n'existe plus dans le paysage médiatique français, c'est que personne, hormis Hugo Guimet, n'en a parlé. Et encore, un tweet. Il a juste fait un tweet en disant... La réponse de John Textor à mon article dans l'équipe. Vous le savez, puisque j'ai fait une vidéo dédiée, qui inspire beaucoup de monde visiblement. Hugo Guimet fait un article en disant les joueurs de Botafogo, donc pour lesquels il y a eu un affacturage, c'est des joueurs fantômes, ils n'ont jamais mis les pieds à Lyon, et en plus Lyon doit payer la factureur et ne reverra jamais le pognon de ces joueurs-là. Bon, alors, Textor outré, vraiment, comment me prêter des intentions. Donc, le 4 décembre fait une réponse à l'article de l'équipe. Alors, c'est du Textor, c'est imbuvable, c'est long. Voilà. Bref... Alors, outre le fait qu'il y a quand même deux choses à dire à propos de cet article. Bon, déjà, il imagine toujours que c'est lui qui dirige Eagle Football Holding. Qu'il en profite, ça va peut-être pas durer longtemps. Je suis même pas sûr qu'il passe le 31 décembre. Donc il en profite de faire le barbeau en disant « C'est moi qui dirige Eagle Football League ». Je peux vous dire que sa tête est mise à prix et elle est peut-être assez proche de tomber. Donc outre cette fausse idée que c'est lui qui dirige encore tout, il dit, puisque dans ma vidéo j'ai expliqué, si vous ne comprenez pas ce que je dis là, allez voir la vidéo, vous comprendrez mieux, que donc au mois de mai 2025, les joueurs qui avaient été achetés par l'OL, du moins les droits économiques de ces joueurs, avaient été revendus, pour 3 d'entre eux, avaient été revendus à Botafogo. Et donc lui il dit « In the end, the players' rights were never transferred back to Botafogo ». Donc il dit « Au final, les droits des 3 joueurs en question n'ont jamais été redirigés, revendus à Botafogo ». Sauf que c'est faux. En tout cas, pour l'OL, du point de vue de l'OL, c'est faux. Puisque si c'était le cas, ces joueurs-là seraient inscrits en immobilisation. Ça veut dire qu'une immobilisation, c'est quelque chose, une valeur qui vous appartient. Immobilisation. Alors ça peut être des immobilisations corporelles, comme le stade, etc., ou des immobilisations incorporelles, donc comme les droits économiques des joueurs. Et on a vu dans ce qui a été publié que ces joueurs ne sont plus en immobilisation, mais en créance. Créance,
ça veut dire que quelqu'un vous doit de l'argent. Et là, c'est expliqué, 109,6 millions sont des créances de l'OL sur Botafogo. Ça veut dire que Botafogo nous doit 109,6 millions. Alors pourquoi il dit ça? Bon, il n'est pas un mensonge près. Bon, c'est surtout que si effectivement les joueurs ont été revendus, ça veut dire que Botafogo nous doit 110 millions. Donc évidemment, comme il n'arrête pas de dire « Ah bah non, c'est l'OL qui nous doit de l'argent, patati patata », bah évidemment. En fait, ça, c'est un message pour l'OL, mais en fait, c'est un message pour les gens de Botafogo, parce qu'ils sentent très bien que y a beaucoup de gens dans l'organisation du club qui commencent à lui tourner le dos, il y a beaucoup de supporters qui commencent à lui tourner le dos, donc il essaye, comme il peut, de s'acheter encore un petit peu de pouvoir, en disant « Mais c'est pas vrai, les joueurs n'ont jamais été revendus à Botafogo, donc on ne doit rien à l'OL. » Alors déjà qui paye le transfert de Luis Enrique, et après on discute. Pour le moment, c'est pas le cas. Bon, bref. Bien, donc ce que je constate, c'est que personne n'en a parlé, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde s'en fout de Textor. Bon. Il n'y a que lui qui croit qu'il existe encore à Eagle Football Holdings. Voilà. Bon, comme je vous dis, je suis pas sûr qu'il passe le 31-12. On va continuer avec le débrief, parce qu'on a quand même un match ce week-end, les amis, de la conférence de presse de Paulo Fonseca. Alors, Aurel Mangala devait venir devant les journalistes, mais il s'est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement hier. Problème aux ischios, mais Fonseca nous dit c'est pas grave. En tout cas, bon, il n'est pas venu en conférence de presse, bon, parce qu'il savait qu'il n'avait pas joué, donc je vais pas me taper une conférence de presse, alors que je sais que je vais pas jouer. Donc il sera absent demain, mais on nous dit c'est pas grave. Hein, donc il va manquer ce match-là, mais peut-être pas beaucoup plus. Tessman et Kluivert également absents. Kluivert toujours la cheville et Tessman, alors je sais plus Tessman, mais bon, en tout cas il sera pas là. Mais on enregistre le retour de Clinton Mata, donc on aura Mata, on aura Niakate, a priori, enfin ça c'est mon avis, on va repasser en défense à 4 et c'est pas moi qui vais m'en plaindre puisque contrairement à Paulo Fonseca, j'ai pas été convaincu par la défense à 3. Alors on lui a demandé, quand même là ça fait Tessman absent et Mangala, ça fait des problèmes au milieu de terrain. Il dit, pas de problème, on a Tolisso, on a Morton, on a Mera, on a De Carvalho, donc ou Oliveira, comme dirait Daniel Riolo. C'est pas De Carvalho, c'est Oliveira. Bref. Donc on lui a dit, voilà, est-ce que vous êtes satisfait de jouer à 5 derrière, comme ça a été le cas donc, contre Tel Aviv et contre Nantes? Alors il dit, je suis satisfait de la réponse de l'équipe sur ce système. Alors moi non, je ne suis pas satisfait. Tout simplement parce que bon, le Maccabi Tel Aviv, comme certains ont trouvé d'ailleurs très très joli jeu de mots, les Maccabées Tel Aviv. Et puis bon, contre Nantes, le match tourne à l'expulsion. Sinon avant ça, t'as des queues de cerises quoi. Donc on peut pas savoir ce qui se serait passé s'il n'y a pas eu l'expulsion, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'avant l'expulsion, c'est plutôt Auxerre qui a les meilleures occasions. Donc pendant la première mi-temps, moi je ne veux pas te dire que le schéma à 3 derrière, il a fonctionné. Non, pas du tout. Alors oui, évidemment, tu peux dire 2 victoires en 2 matchs, 9 buts marqués, 0 encaissés. Ouais, d'accord. Bon, écoute. Après, je regarde ce qui se passe. Avec un peu plus de hauteur sur le terrain, et je ne suis pas convaincu par cette défense à 5. Alors bien sûr, on l'a interrogé, puisque à Lorient, il va retrouver le banc en Ligue 1, puisqu'il y était quand même en Europa League. Donc il dit que ça a été 9 mois difficiles, sa suspension. Bon, il dit qu'il y a quand même plus d'émotion quand on est sur le banc, tout en disant que quand même, il a compris, il a retenu la leçon, il est plus tranquille. Pas évident, on l'a vu quelques fois s'énerver cette saison, là 25-26. En Europa League, donc je suis pas sûr qu'il arrive si bien que ça à maîtriser ses nerfs. Espérons qu'il a fait un travail sur lui-même. Bref, donc il dit si vous regardez le match de Coupe d'Europe, je suis plus tranquille sur le banc. On doit rester plus concentré sur notre équipe et non pas sur l'arbitre. Mais le foot reste un sport d'émotion forte. On lui a dit votre réputation, vous avez eu peur? Il dit non, je crains pas pour ma réputation, parce que ce qui compte pour moi, c'est les gens qui me connaissent et que j'apprécie.
On a dit au Milan quand même, là, vous aviez aussi pris un rouge. Ah oui, il dit non mais d'habitude je suis tranquille, hein, mais bon, il prend un rouge au Milan et il arrive à Lyon, il prend un rouge. 2 rouges en 2 mois pour un coach, je suis pas sûr que ce soit arrivé très souvent. Alors certes, avec 2 équipes différentes, mais ça veut dire quand même que on est un peu sous tension. Et là, il a lâché quand même une info. Il reconnaît qu'il a enchaîné trop vite entre le Milan et l'OL. C'est la première fois qu'il dit ça. Donc il dit j'ai commencé sans faire de break. Mais bon, à un moment donné, parfois, les opportunités se présentent, il faut les saisir. À mon avis, c'est une mauvaise analyse de sa part parce que si Pierre Sage n'est pas viré au mois de janvier, alors il est viré parce qu'on va recruter Paulo Fonseca, Textor il aurait attendu plus longtemps même pour prendre Fonseca, il aurait peut-être même attendu la fin de la saison. Évidemment, si Pierre Sage vous qualifie pour la Ligue des Champions, ça paraît difficile de le virer. Mais bon, voilà, je pense qu'il s'est précipité, ça c'est une certitude. Il dit aussi quand même que après sa suspension, enfin pendant sa suspension, le soutien du club et des joueurs, et même des supporters. Bon, ça, il n'a pas mentionné les supporters, parce qu'il y en a certains quand même qui voulaient qu'ils partent. Ça a forgé un esprit d'équipe et ça l'a beaucoup touché. Il dit notamment lors du match à Bucarest, quand les joueurs ont marqué, sont venus fêter les buts avec moi, ça a été le plus beau moment de ma carrière pro. Il a parlé ensuite de Lorient. Alors, il nous informe que Lorient est la 2e équipe en France qui accorde le moins de XG à l'adversaire. Donc, a priori, ils défendent plutôt bien. Alors, exceptionnellement, les amis, je n'ai pas vu de match de Lorient. D'habitude, je fais l'effort de regarder un match de nos adversaires, mais vraiment, cette semaine, je n'ai pas pu. Voilà, j'étais overbooké, comme on dit, et je n'ai pas pu le faire. Ils disent quand même que parmi les équipes du bas de tableau, c'est sans doute celle qui a les meilleures intentions de jeu. Quand ils récupèrent le ballon, ils construisent très bien. Bon, après, on va pas se mentir, les amis, hein, c'est quand même une équipe du bas de tableau. On va regarder leurs résultats récents. Bon, moi, je veux bien que ce soit une bonne équipe, mais à un moment donné, il faut quand même gagner des matchs. Bon. On a parlé de Morton. Indy Morton, il avait très bien commencé, mais ensuite, il a eu un coup de mou, mais comme toute l'équipe. Mais il revient très fort. C'est un joueur qui est très, très bon sous la pression. Donc, de toute façon, on le voit, Morton. Voilà, c'est le talent. C'est un talent, Tyler Morton. Il a parlé d'Abner, il a dit beaucoup de bien d'Abner, alors ce qui n'est pas mon cas, mais il faut savoir, les amis, que je me fais défoncer quand je critique Abner. Mais alors, je me fais défoncer, vous n'imaginez pas. Alors, vous pouvez pas voir dans les commentaires, parce que les commentaires sont censurés de manière automatique quand on dit des gros mots. Et les gros mots sont à mon adresse. C'est pas moi qui les censure, hein, c'est YouTube. Bon, bref. Donc il dit qu'Abner, il a progressé sur beaucoup de choses en défense et il se montre extrêmement intéressant dans une position plus avancée. Notamment parce qu'il met des buts. Il est aux bons endroits dans les bonnes zones et en plus il fait des bons centres. Alors ça oui, moi j'ai jamais critiqué le fait qu'Abner, il ait un apport offensif qui est intéressant, mais je suis plus mesuré sur ses capacités défensives. Et puis je vous avoue que le carton rouge au Paris FC, je l'ai toujours en travers de la gorge. Bon, bref. On a parlé de Maitland Niles, il dit, Maitland Niles c'est pareil, c'est quelqu'un qui se projette, qui est très intéressant, patati patata. Et il dit pour les deux, la structure à 3, elle est idéale. 3 défenseurs centraux. En reconnaissant que ces deux joueurs sont très bons sur le plan offensif, peut-être meilleurs que sur le plan défensif. Bon, bref. Donc voilà, il est très content d'Abner, il est très content de Maitland Niles. On va parler de Saint-Cyr. Alors il dit, j'habite juste à côté. Je vais voir si je peux aller voir un de leurs entraînements ou de leurs matchs. Il dit, c'est super. On joue au Groupama Stadium. Ça va être une super fête pour la ville. Bon, donc voilà, Coupe de France. Ça lui va très bien. On va enchaîner donc avec Lorient. Alors je n'ai pas vu jouer Lorient, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur eux. Ce que je peux faire simplement, c'est regarder leur classement et leurs résultats sur les 10 derniers matchs. Et bon, c'est pas la folie. Alors donc, si on regarde leur dernière performance, ils ont battu Nice. Bon, alors Nice, équipe et club en lambeaux.
Ils avaient accroché un nul à Nantes contre Toulouse. Ils ont perdu 3-0 contre Lens. Ils ont fait 1-1 contre le PSG. Donc ils peuvent contenir des grosses équipes. Hein, donc il faudra quand même se méfier. Ils ont perdu 2-0 à Angers, 3-3 face à Brest. Ils ont perdu au Paris FC 2-0 et ils avaient battu Monaco 3-1. Bon, par contre, ils avaient pris 2 doudounes en septembre et en août. Une à Marseille 4-0 et avant ça, ils avaient pris 7-1 à domicile face à Lille. Bon, il semble quand même qu'ils aient un petit peu resserré en défense. Par rapport à cette époque-là, où ils prennent 11 buts en 2 matchs. Donc bon, voilà, ils gagnent pas beaucoup, mais ils perdent pas tant que ça. Pour une équipe du bas de tableau, ils font beaucoup de matchs nuls, donc pour être sincère avec vous les amis, je crains fortement le 0-0 sur ce match. Alors sauf si Satriano s'est vraiment débloqué. Mais voilà, il va falloir vraiment, parce que ça va sans doute être un Pogba, ils défendent justement en 3-4-3, peut-être qu'ils vont passer en 3-5-2, je ne sais pas. Mais bon, les 3 points sont pas acquis d'avance. Alors les 3 points, ils sont très importants les amis. Bon déjà parce qu'on en a laissé en route, et que les résultats du week-end sont assez intéressants pour nous. Donc Monaco s'est incliné à Brest. Brest qui fait une remontée phénoménale, hein, je trouve 3 ou 4 victoires de suite. Donc Monaco restera derrière nous, ça c'est sûr. Donc on est à égalité avec Rennes qui se déplace au Paris Saint-Germain. Donc si on gagnait, on reviendrait à 2 points de Lille et de Marseille. Donc 2 points du podium. Avec la perspective de recevoir le Havre. Ouais, juste avant la trêve hivernale, ce serait quand même l'occasion de faire un gros rapproché. Lens joue à Nantes. Il y a quand même une grosse possibilité qu'ils prennent les 3 points. Donc bon, voilà, une victoire de l'OL nous met à 27 points. Selon le résultat de Rennes, donc soit on restera à égalité avec Rennes, mais on se rapprochera à 3 points de Paris, et sinon à 2 points de Marseille et Lille. Donc voilà, au classement, c'est une victoire qui ferait énormément de bien, mais comme je l'ai dit, je n'exclus pas malheureusement qu'on se retrouve dans un match archi fermé et que on reparte malheureusement avec un résultat insatisfaisant pour nous. Bon, je ne l'espère pas, hein, mais en tout cas, je ne serai pas totalement surpris. Voilà, alors je vais vous proposer ma compo. Donc retour au 4-2-3-1 avec Greif dans les buts, Tagliafico, Niakate, Mata, Maitland-Niles, du classique. Morton, De Carvalho ou Mera. Tolisso en numéro 10 et proche de la surface et du but adverse. Afonso Moreira. On ne peut pas se priver d'Afonso Moreira. C'est ça qui m'embête d'ailleurs avec la défense à 5, c'est que vous ne pouvez pas mettre des liés. Et moi, je veux Moreira sur le terrain. Alors ensuite, il faudra faire des choix. Soit on met Schulz à droite. C'est vrai quand même qu'il apporte de la percussion. Et puis en plus, il se trouve bien avec Tolisso. Ou alors on met Karabek à droite. Et on met Schulz en 9. Ou alors on met donc Schulz à droite et Satriano. Alors Satriano, pourquoi? Bon, pour son jeu de tête. On va avoir une équipe regroupée en face. Bon, un mec qui est pas mauvais de la tête, ça peut quand même être utile. Donc, plus tard, moi, je serais plutôt pour ça que je serais favorable à Satriano. Schulz est plus dans la technique, donc finalement, je préfère qu'il ait un peu d'espace pour travailler, Schulz. Vous voyez, ici, si vous le mettez à droite, il a quand même un peu d'espace. Sur un jeu très regroupé, franchement, je préfère Satriano. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel serait votre 11, quel serait votre système de jeu. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouvera évidemment lundi, sauf info, pour le débrief, je l'espère, d'une victoire de l'OL à Lorient. Allez l'OL. Au revoir les amis.